Bonjour tout le monde. Bonjour Boris. Bonjour Sandra. Bonjour toutes les deux traductrices. Je suis très heureuse de vous voir pour la première fois dans ce type de rencontre. C'est incroyable. Je suis très, très heureuse, vraiment, de vous voir parce que même si Sandra est à Rio, je la vois pas et je suis à Porto Alegre. Et la dernière fois, on était ensemble tous les trois en France. Et maintenant, par ici. Alors, je vais vous présenter d'abord à Sandra et Sandra va vous présenter après. Alors, Sandra est psychologue, docteur en santé collective, professeure et chercheur à l'Université fédérale Fluminense et coordinatrice du groupe REDRES, que c'est l'Observatoire international des réseaux de résilience. Moi-même, Sylvia Nabinger, je suis assistante sociale retraitée du tribunal pour enfants de Porto Alegre, docteur en droit de la famille et prof à l'association de l'école de magistrats publics et président de l'association Picler Brésil et aussi membre de l'association Picler Notre Amérique qui aujourd'hui participe activement dans cette rencontre. Bon, c'est notre 7e cycle international de résilience et culture de l'Observatoire international de réseaux de résilience. Et il y a déjà 15 ans qu'on a initié notre journée, je crois qu'elle a débuté en Uruguay. Après, c'était le Brésil, Porto Alegre et deux autres villes du Brésil. Et on a commencé à devenir plus grand et dans d'autres pays aussi. Dans tous ces gens qui travaillent sur le thème de la résilience, il y a de différents contextes sur ce thème de résilience. Et alors, la connexion qu'on fait, c'est que travaillons sur la petite enfance, c'est tout ce que touche la résilience et l'attachement qu'on s'intéresse énormément, la construction des liens, l'art, la subjectivité et spécialement pour nous, les soins du bébé, les mémoires traumatiques, entre d'autres thèmes. Bon, je passe maintenant la parole à Sandra, qui va présenter Dr. Boris Cyrulnik, et après, on continue ensemble. Merci Sylvia. Bonjour à tous. Bon, Boris Cyrulnik, il n'a pas besoin de présentation, mais je vais le faire avec plaisir. Boris Cyrulnik, il est neuropsychiatre, psychologue et spécialiste de la psychologie de l'attachement et de la résilience. Il est aussi directeur d'enseignement à l'Université de Toulon et il est un écrivain. Il a écrit plusieurs ouvrages sur ce thème, d'autres, et il a reçu aussi plusieurs prix. Donc, d'abord, Boris, je dois vous remercier pour avoir accepté notre invitation parce que c'est toujours pour nous un plaisir de te recevoir pour penser ensemble. Surtout dans ces jours-là où nous sommes confrontés à ce traumatisme collectif
de la pandémie. Donc, soyez très bienvenus et on vous écoute. Alors, Sandra, tu me donnes la parole maintenant? Oui. Et alors, je vais faire un exposé et ensuite, vous me poserez des questions. C'est ça? Pour la petite enfance ou pour ce que vous voudrez? Oui. Bon. Alors, il nous arrive la même chose qu'aux Brésiliens. Il nous arrive la même chose qu'aux beaucoup de pays, aux Américains, à toute l'Europe. Et c'est une histoire incroyable, mais c'est une histoire qui se répète régulièrement depuis que les êtres humains fabriquent de la civilisation. Parce que sur le plan biologique, le virus, c'est un tout petit brin d'ARN. C'est-à-dire, c'est quelques gènes, 12 à 15 gènes, un petit morceau minuscule qui rentre dans les cellules. Si c'est une cellule cérébrale, ça fait exploser le cerveau. Si c'est une cellule pulmonaire, ça fait exploser les poumons. Mais c'est un tout petit brin d'ARN. C'est même pas un ADN. Or, tout le reste, j'ai terminé ma partie biologique. Tout le reste, c'est un phénomène de civilisation. Parce que, quand je faisais de l'éthologie animale, j'ai eu l'occasion de voir chez des chimpanzés des paralysies faciales périphériques, qui sont toujours provoquées par des virus. Et il n'y avait pas d'épidémie. Jusqu'au jour où on a vu un gorille attraper un tout petit singe, le casser en deux et le manger encore tout chaud. Et quelque temps après, le singe qui avait mangé a eu une paralysie faciale périphérique. C'était donc que le petit singe, en se débattant, avait eu des blessures, des petites griffures. Et dans ces griffures, il y avait de tout petits segments d'ADN, d'ARN, qui sont rentrés et qui ont été le virus qui ont provoqué la paralysie faciale du singe. Or, dans un monde de singes, c'est très embêtant parce que comme ils ne parlent pas, ils communiquent avec les cris et les mimiques faciales. Et les autres singes ne comprenaient plus ce singe-là, ils l'ont considéré comme un étranger inquiétant et ils l'ont chassé. Et 15 jours après, il n'y avait plus de virus, il n'y a pas eu d'épidémie. Parce que les gorilles ne sont pas très doués pour la commercialisation, et même quand ils fabriquent un virus, ils ne savent pas le vendre. Alors que nous, êtres humains, depuis le néolithique, on fait des stocks d'aliments. Et dans ces stocks d'aliments, les rats s'installent, des virus se fabriquent, les rats s'installent avec le bacille de la peste, et depuis 10 000 ans, il y a de manière régulière des épidémies de virus et des épidémies de peste. Donc, c'est étonnant qu'on soit étonné que ça arrive, parce que ça arrive régulièrement et ça tue énormément de gens. Et chez nous, êtres humains, ce qui fabrique le virus, c'est l'élevage excessif. Notamment les élevages excessifs pour faire de la viande. J'ai le souvenir de beefsteak magnifique chez Sylvia Nablinger et j'en garde un merveilleux souvenir. Mais l'Amérique du Sud est douée pour faire des élevages intensifs de viande, surtout en Argentine, mais au Brésil aussi. Et les Chinois sont doués pour faire des élevages intensifs de porcs, d'oiseaux, et tous ces animaux-là se mélangent et inventent des virus qui à chaque fois ont une formule. On ne connaît pas la formule chimique du virus, on ne sait pas quelle va être son action sur notre organisme, et on ne sait pas le soigner, et on ne sait pas les signes cliniques qu'il va provoquer, et il faut tout découvrir à chaque fois. Or, dans la condition humaine, ce virus-là s'est produit
parce que l'espèce humaine a failli disparaître plusieurs fois, et ce qui a permis à l'espèce humaine de ne pas disparaître, c'est la violence des hommes. Parce que quand il y a eu des glaciations, les végétaux ont disparu, les fruits ont disparu, et il fallait encourager les hommes violents à tuer des antilopes, à tuer des cochons, à tuer des grands animaux, et il a fallu donc inventer des armes, et il a fallu augmenter la coopération sociale, c'est-à-dire que la civilisation a commencé par l'assassinat. Et en disant ça, je cite Freud, je cite René Girard, je cite Lévi-Strauss et tous les anthropologues qui reconnaissent que si les hommes n'avaient pas été violents, probablement l'espèce humaine aurait disparu. Mais c'était un mauvais départ dans l'aventure sociale parce que la violence des hommes qui nous a permis de ne pas disparaître, il ne faut pas oublier que 95% des espèces vivantes à l'origine ont disparu et que nous, êtres humains, on fait partie des 5% d'espèces qui n'ont pas disparu. Et si on n'a pas disparu, c'est grâce à la violence, c'est grâce à la technologie, à l'invention des armes, à l'invention de la parole, c'est ce qui nous permettait de communiquer, c'est-à-dire que, en même temps, c'était la création de civilisations et des rapports de domination qu'on ne supporte plus aujourd'hui, la domination des forts et que toutes les religions ont valorisé, c'est-à-dire l'homme est fait pour dominer la nature, les chrétiens disent ça, les juifs, les musulmans, toutes les grandes religions disent ça, et le prix humain de cette domination est très cher parce que ça rend énormément de gens très malheureux. La domination des animaux, on les mange sans se rendre compte de ce qu'on fait. La domination des femmes, la domination des enfants. C'est pour ça qu'au XIXe siècle, les seuls préceptes éducatifs étaient la maltraitance physique. On battait les enfants pour améliorer leurs résultats scolaires. Et aujourd'hui, on se demande si battre un enfant, ça le rend plus intelligent. Alors, et on a pensé ça, on a pensé puisqu'on fonctionnait dans les rapports de domination. Alors, cette manière de démarrer la société a été très coûteuse et aujourd'hui, on souhaite vivre autrement entre nous. Mais ça pose un énorme problème philosophique, c'est-à-dire que l'Occident s'est organisé autour de la pensée de Descartes, c'est-à-dire l'âme d'un côté, le corps de l'autre. Or, ce que le virus nous fait découvrir, c'est que le corps et l'âme, c'est la même chose s'ils fonctionnent en interaction. Lorsque le cerveau est sculpté par le milieu, et ça on en parlera tout à l'heure dans quelques minutes, quand on parlera du façonnement du cerveau par la niche sensorielle précoce, la mère pendant l'utérus, pendant la grossesse, le père beaucoup plus précoce que ce qu'on croyait. Les psychanalystes nous ont dit que le père intervenait plus tard pour séparer le bébé de la mère, de la puissance maternelle, et les travaux d'éthologie humaine aujourd'hui rendent compte exactement du contraire, c'est que la présence du père quand la femme est enceinte, c'est le meilleur tranquillisant qui soit. Et quand la mère est sécurisée, le bébé se débrouille pour se développer très bien. Quand le père est violent ou quand le père est absent, la mère est insécurisée et on sait maintenant, avec les travaux de l'épigenèse, que le stress maternel sécrète des substances comme le cortisol, comme les catécholamines, qui, lorsque le trauma est chronique, finissent par franchir la barrière du placenta et qu'on a rendu observable à Toulon que le stress chronique, quand la mère parle, les basses fréquences de sa voix viennent vibrer contre la bouche du bébé qu'elle porte. C'est-à-dire que quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Et le bébé répond par quelques mouvements et en déglutissant, en avalant,
le liquide amniotique qui est bourré de substances toxiques. Donc quand la mère est stressée par son histoire, par son mari, par la famille, par la précarité sociale, le bébé qu'elle porte arrive au monde avec des altérations du système limbique, c'est-à-dire le cerveau de la mémoire et des émotions. Et ça, c'est un raisonnement que Descartes ne pouvait pas tenir, parce que Descartes faisait des raisonnements linéaires, une cause provoque un effet. Et dans le raisonnement que je viens de vous proposer, c'est le malheur de la mère, ce n'est pas la mère, hein, je souligne, c'est le malheur de la mère qui augmente les sécrétions du stress, qui abîme les cellules cérébrales, certaines cellules cérébrales du bébé. Donc là, Descartes, il est perdu. Mais pourtant, et ça veut dire que éducativement et politiquement, ça nous engage, parce que maintenant qu'on peut le prouver avec les substances en neurobiologie, avec les examens de neuroimagerie et dans la commission des 1000 jours, que notre président m'a demandé de présider, il y avait des neurobiologistes et des spécialistes de la neuroimagerie qui photographiaient et qui filmaient comment le stress maternel abîme le cerveau de l'enfant. Mais c'est grave si on ne fait rien, si on laisse la mère malheureuse avec l'enfant altéré, ça fait des traumatismes durables. Mais à l'inverse, le bouillonnement des cellules nerveuses du cerveau de l'enfant est tellement intense lors des petites années qu'il suffit de sécuriser la mère pour que, instantanément, le cerveau de l'enfant recommence à bien se construire. Donc ça veut dire que ayant compris ça, on a un degré de liberté, on peut donc agir sur le milieu qui agit sur la mère, qui agit elle-même sur le bébé. Donc, puisqu'on a un degré de liberté, on a aussi un degré de responsabilité. Et en France, notre président vient d'annoncer des réformes sur la surveillance de la grossesse, sur l'entourage des femmes enceintes, sur l'entourage très précoce des premiers mois après la naissance, parce qu'on sait que c'est pendant ce moment-là qu'on peut développer bien un enfant, ou si l'enfant se développe mal, c'est pendant ces 1000 premiers jours, schématiquement 300 jours de grossesse, 300 jours dans les bras, 300 jours avant la parole, ça fait à peu près 1000 jours, c'est pendant ces 1000 jours qu'on peut agir très efficacement pour déclencher la résilience. Et si on n'agit pas pendant ce moment-là, on peut déclencher plus tard un processus de résilience, mais comme le cerveau est moins plastique à partir de la 4e, 5e année, il continue à être plastique toute notre vie, mais il faut reconnaître que le cerveau est terminé à 25 ans et que après l'âge de 25 ans, la plasticité cérébrale est beaucoup moins grande et à mon âge, je commence à m'inquiéter. Donc ça veut dire que on a un degré de responsabilité, puisque maintenant, scientifiquement, on sait comment les troubles se passent. Il faut donc politiquement et éducativement entourer les femmes enceintes et les bébés jusqu'à l'apparition de la parole pour leur donner un bon départ dans la vie, ou, s'ils ont un mauvais départ, pour leur permettre très rapidement et très facilement de déclencher un processus de résilience. Et si on ne le fait pas, ça reste possible ensuite, mais ça sera beaucoup plus difficile et la résilience sera beaucoup moins spectaculaire et beaucoup moins efficace. Alors, ça nous pose aussi un problème philosophique, c'est que l'homme n'est pas au-dessus de la nature, comme nous le disaient toutes les religions. L'homme parle, l'homme a une condition spéciale dans la nature, et si on détruit la nature, si on détruit les forêts, si on détruit les animaux, si on fait des élevages immenses, si on transporte les aliments, comme on le faisait, comme on le fait encore, on va déclencher des épidémies mondiales, puisque maintenant, le transport se mondialise à une vitesse stupéfiante.
On a toujours connu des épidémies virales, et alors les premières, c'était pendant la Grèce ancienne. Tout de suite, on a compris qu'il fallait faire du confinement, mais on n'expliquait pas la tragédie. Et dès qu'on a compris qu'il fallait faire du confinement, on a utilisé des méthodes radicales. Le père de ma femme était médecin militaire et il était en Syrie quand il y a eu un début de peste. Et il a fait ce qu'il avait appris à faire dans la médecine militaire. Il a fait un cordon sanitaire. Il a enfermé les gens. Donc il y a eu des morts à l'intérieur de ce confinement et l'épidémie s'est arrêtée. Or, avec le transport moderne, il a donc sacrifié une partie de la population pour sauver le reste de la population. Et en Europe, beaucoup d'épidémies sont parties de Marseille, parce qu'il y avait la route de la soie, et que les Chinois, avec le génie asiatique, avaient compris que les femelles d'un gros papillon, le bombix du mûrier, c'est des gros papillons, et les femelles, il leur sortait un tout petit fil de soie, un tout petit fil qui leur sortait du trou du cul. On peut traduire trou du cul en brésilien? Il y avait un tout petit fil de soie. Et, et les Chinois ont pensé qu'en associant des fils de soie, on pouvait faire ce merveilleux tissu, le peindre, et ils ont fait des caravanes pour venir le vendre en Europe. Et au début, ces caravanes étaient une source de culture, d'échange. Il y avait des chameaux, des chevaux, il y avait plusieurs langues, il y avait une technique du transport, et ça a été une merveille. Et pour gagner plus d'argent, ils ont voulu aller plus vite, donc les caravanes allaient jusqu'à Antioche, en Syrie, chargées dans les bateaux pour venir jusqu'à Marseille. Mais les marins faisaient des stocks d'aliments. Et dans ces aliments, les rats étaient heureux, s'installer, et les puces transportaient le bacille de la peste. Si bien que quand quelques marins mouraient pendant le transport, ils devaient aller en quarantaine dans des îles près de Marseille. Mais pour gagner un peu d'argent, ils débarquaient les ballots de soie la nuit en cachette avec le virus, avec le bactérie de la peste, qu'il vendait au sud d'Avignon, et dans la peste de 1358 jusqu'à 1341, en 2 ou 3 ans, un Européen sur 2 était mort. Le même phénomène s'est reproduit régulièrement parce qu'on répétait la même fabrication du virus et le même transport du virus. On fabriquait du virus pour consommer, on transportait le virus pour gagner de l'argent. Et là, c'est exactement ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que c'est pour consommer, notre civilisation occidentale, pour consommer beaucoup, a fabriqué des virus, et pour gagner beaucoup d'argent, les a transportés par avion, et les caravanes de chameaux, aujourd'hui, c'est les avions. Et donc, ils ont transporté ça, et l'épidémie est devenue mondiale, alors qu'avant, elle était seulement européenne. Alors, dans ce contexte-là, on voit qu'on a le choix. Ou bien on remet en place le processus qui fabrique le virus et qui le transporte. C'est ce qui a été fait régulièrement dans les pestes, et aujourd'hui, on sait ce que ça va donner. Donc, tous les 3 ans, il y aura un virus nouveau qui va détruire la population et ruiner les pays. Et donc, ou bien on change. Donc, ça veut dire qu'après le confinement, comment va-t-on sortir du confinement? Ou bien on refait ce qui s'est passé pendant le siècle des pestes, et dans ce cas-là, dans 3 ans, il y aura une nouvelle peste, une nouvelle épidémie, ou bien on fait ce qui s'est passé après toutes les périodes de chaos social, qu'il s'agisse d'un chaos épidémique, qu'il s'agisse d'un chaos militaire, qu'il s'agisse d'un chaos comme la famine. Et en Europe, il y a eu des glaciations répétées, il y a eu des famines, et à chaque fois, les êtres humains étaient très angoissés,
et arrivait un sauveur qui leur disait « Je sais ce qu'il faut faire pour sauver l'humanité, votez pour moi, je vais vous sauver ». Et c'est comme ça qu'un très grand nombre de dictateurs ont été démocratiquement élus. Et on voit qu'aujourd'hui sur la planète, un très grand nombre de dictateurs sont élus démocratiquement parce que ce sont des escrocs qui disent « nous, on a la solution ». Et comme ils sont confiants, ils arrivent à convaincre beaucoup de gens, ils sont élus et la dictature s'installe. Alors l'Europe connaît ça. Actuellement, en Europe, il y a des dictateurs qui ont été élus et qui sont en train de faire taire les gens et d'imposer leurs lois et de ruiner leur pays. Et je ne sais pas, vous connaissez la question mieux que moi, mais je me demande si en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, il n'y a pas un phénomène analogue qui est en train de se faire. Mais en Europe, en Hongrie, entre autres, en Pologne, peut-être même en Russie, on voit apparaître des sauveurs qui escroquent le peuple et qui sont adorés par le peuple. Ce qui veut dire que cette dictature-là provoque des charges affectives extraordinaires parce que les gens sont rassurés. Alors, ce qui se passe maintenant sur le plan culturel, c'est que pendant des millénaires, on a fait de la culture grâce à la violence des hommes et qui était encouragée. Quand j'étais enfant, on apprenait aux petits garçons à se battre. Et quand j'étais enfant, moi j'ai connu 2 guerres. J'ai connu la guerre de 40, je suis né avant la Seconde Guerre mondiale. J'ai connu la Seconde Guerre mondiale. J'ai réussi à échapper, mais pas toute ma famille. Et puis, j'ai fait des études de médecine, et à peine j'avais fini mes études de médecine, j'ai été réquisitionné pour aller faire la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que, alors que je suis très jeune, je n'ai que 83 ans, eh bien, j'ai connu 2 guerres. Et ceux qui sont nés quelques années après la guerre n'ont pas connu du tout de guerre, et ils ont cru que c'était toujours comme ça. Or, au Proche-Orient, on se rend compte que le virus aussi tue énormément et qu'il y a des facteurs culturels, par exemple, que ce soit dans les juifs orthodoxes ou que ce soit chez les islamistes, les extrêmes musulmans, on dit que le virus est une punition de Dieu, mais j'ai entendu la même chose en Haïti après le tremblement de terre, hein, et je crois que j'ai vu la même chose en Colombie, après une descente des FARC, où les gens remerciaient Dieu de les avoir punis pour ne pas avoir cru assez en eux. Et dans ce cas, les gens remercient Dieu et ils disent il suffit de prier intensément pour ne pas être victime du virus. Et si on est victime du virus, c'est la preuve qu'on est un mécréant et que Dieu nous a punis. Donc, il ne faut pas soigner les mécréants, ils ont été punis par Dieu. Donc, ça, c'est excellent, ce qu'on voit au Proche-Orient actuellement, que ce soit en Israël ou dans les pays arabes, le virus se répand très vite à cause de croyances religieuses. Alors, donc voilà, j'ai terminé mon chapitre culturel parce que l'idée que je vous propose, c'est que le virus, c'est un tout petit peu un problème biologique, c'est un énorme problème de civilisation. Mais nous, on est psychologues. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous? C'est que le confinement qui protège, qui est une protection pour notre corps, le confinement est une agression pour notre psychisme. Alors, pour les adultes, il y a l'inégalité sociale qui existait avant le confinement est aggravée par le confinement. Et on voit, je propose, d'après la théorie de la résilience, de réfléchir avec 3 chapitres. Avant le confinement, pendant le confinement, après le confinement. Avant le confinement, dans toute population, il y avait une partie des gens qui avaient acquis des facteurs de protection
facteur de protection, c'est-à-dire une famille suffisamment stable, avec un accès au langage, il savait parler, il savait maîtriser les mots, avec un diplôme, puisque maintenant la hiérarchie sociale n'est plus faite par la violence des hommes, elle est faite par l'acquisition d'un diplôme. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'école qui fait la nouvelle hiérarchie sociale. Or, tout le monde ne va pas à l'école, dans toutes les cultures, et tout le monde ne réussit pas à l'école. Et pourtant, la nouvelle aristocratie qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est l'aristocratie du diplôme. Et en France, on voit réapparaître la haine des diplômés, qui apparaissait au Moyen Âge quand il y avait la haine de ceux qui savaient lire des livres et qui étaient haïs par ceux qui ne savaient pas lire et qui ne pensaient pas qu'il suffisait d'apprendre à lire ou qui n'avaient pas eu la possibilité d'apprendre à lire et qui étaient humiliés par ceux qui savaient lire. Et on voit le même phénomène réapparaître, la haine des élites. Alors, avant le confinement, certains parmi nous avaient acquis des facteurs de protection, bonne famille, accès à la parole, diplôme, donc métier. Métier qui permet de gagner un salaire correct, donc métier qui permet d'acheter ou de louer un logement correct. Donc, quand arrive le confinement, ces gens-là sont confinés dans des logements assez grands. Ils ont acquis des ressources internes, ils savent lire, ils savent regarder des films, ils savent faire des zooms, ils savent envoyer des messages affectueux à leurs amis, à leur famille, et ils continuent de garder un lien. Et dans les théories de la résilience, on est tous d'accord pour dire que le tranquillisant naturel, c'est le lien affectif, c'est pas la chimie. Mais ces gens-là ont acquis une possibilité de tisser un lien affectif. Et en France, quand ils sont sortis du confinement, ils ont repris tout de suite un bon développement résilient parce qu'ils n'avaient pas été traumatisés. Or, c'est le contraire pour une autre partie de la population. Je reprends le même schéma de raisonnement. Ceux qui, avant le confinement, avaient acquis des facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils avaient une famille dysfonctionnelle. Ils avaient mal acquis la maîtrise de la parole, ils ne savaient pas s'expliquer. Ils avaient des émotions qu'ils ne pouvaient pas contrôler avec l'expression verbale. Ils avaient pas de diplôme. Ils vivaient avec de tout petits métiers. Donc ils avaient des salaires incertains, fragiles. Donc ils avaient des logements petits, surpeuplés. Ces gens-là, quand le confinement est arrivé, ils ont été soumis à la pathologie de la surpopulation. Et la surpopulation est un stress chronique quotidien. On ne peut pas dormir, il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps un mouvement, on se cogne tout le temps, les rythmes ne sont pas respectés. C'est-à-dire que ces gens-là ont vécu le confinement comme un immense traumatisme. Il y a eu des insomnies, des cauchemars, et en France, une des premières conséquences du confinement qu'on a pu observer, c'est l'apparition et le développement en 48 heures de la violence conjugale. Les gens étant confinés ne pouvaient plus maîtriser leurs émotions, et comme les hommes sont plus violents que les femmes, ça a été utile quand il y a eu les glaciations et qu'il a fallu utiliser la violence des hommes pour tuer les grands animaux ou pour défendre le territoire. Ce n'est que un malheur, ce n'est que destruction dans les sociétés modernes où la violence des hommes détruit les femmes, détruit les enfants et détruit les hommes entre eux aussi. Mais ce qui a été un facteur d'adaptation il y a 10 000 ans est un facteur de destruction aujourd'hui. Or, dans le confinement, ça a réapparu en 48 heures. En France, on a dû faire un numéro spécial d'appel 48 heures après pour que les enfants, les femmes et parfois les hommes maltraités, mais les hommes le sont. Ça arrive, hein. Dans la maltraitance conjugale, c'est 80% de la violence des hommes, mais c'est 20% de la violence des femmes. Les femmes aussi savent être violentes parfois, mais beaucoup moins que les hommes. Et puis c'est aussi destructeur que
C'est aussi destructeur que la violence des hommes. Et ces gens-là, cette population-là qui avait acquis des facteurs de vulnérabilité, est sortie du confinement avec un grave traumatisme où tout avait été aggravé. Et quand ils entrent dans la culture, ils sont mal, il y a eu des ruptures familiales, il y a eu des tragédies, il y a eu des pertes d'emploi, ils sont complètement désocialisés, et le phénomène en France commence seulement aujourd'hui à exploser, c'est-à-dire qu'on voit des faillites, on voit augmenter le chômage, on voit donc des ruines des gens qui avaient emprunté beaucoup d'argent pour ouvrir des restaurants, pour monter en entreprise. Ces gens-là sont ruinés. Et donc, ils vont être mal pendant très longtemps. Alors, après comment fait-on après ça? Comment fait-on pour s'en remettre? C'est-à-dire que ça dépend de la structure du trauma, mais je viens d'en parler. On sait maintenant, on va reprendre le même raisonnement pour le développement d'un enfant. On sait maintenant que quand la mère est stressée, les travaux sur l'épigenèse montrent que ça abîme le cerveau de l'enfant. On le photographie, on le dose sans difficulté, mais il faut souligner que quand on peut sécuriser la mère, le bébé, la mère, du simple fait qu'elle soit mieux, elle n'a même pas d'effort à faire. Dès qu'elle est mieux, ça, une mère sécurisée devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Donc, c'est même pas la peine de s'occuper du bébé pour les femmes enceintes. C'est-à-dire que les bébés, au moment de la grossesse, ne sont pas sensibles au virus, qui ne passent pas la barrière placentaire. Les bébés, et si les mères sont sécurisées, le bébé se débrouillera pour bien se développer. Mais après la naissance, si le bébé arrive dans une niche sensorielle composée par une mère insécurisée, parce que son mari n'est pas violent, et pardon, j'ai fait un lapsus, je gomme, parce que son mari est violent, parce qu'il est absent et que la femme est toute seule. Et là, il y a un facteur culturel qui est grave, c'est que quand j'étais enfant, il y a 2 générations, toutes les femmes de 20 ans avaient déjà 1 ou 2 enfants. Et quand elles mettaient au monde un enfant, elles étaient fêtées et entourées. Tout le monde les entourait. Il y avait un groupe de femmes qui les entouraient, un groupe d'hommes qui partaient au champ ou à l'usine, et la structure sociale et la structure familiale fonctionnaient bien. Les femmes n'avaient pas la possibilité de se développer socialement, mais au moment des grossesses, elles étaient entourées par le mari, la famille et le village. Or, aujourd'hui, en France, une jeune femme met au monde son premier enfant, elle a presque 31 ans. Or, le maximum de fécondabilité d'une femme, c'est 25 ans. Et après 31 ans, il faut déjà souvent médicaliser la grossesse. De plus, une jeune femme aujourd'hui qui met au monde son premier enfant, elle a fait des études, elle a appris un métier, elle est socialisée, elle travaille, elle mène sa vie, et tout d'un coup, après l'accouchement, elle est isolée chez elle avec un petit tyran domestique qu'on appelle bébé. Et on voit que Claude de Tichet, que Sandra connaît, je ne sais pas si tu te rappelles, Sandra, il est professeur à Nancy. Et avec une très bonne équipe, il a fait des enquêtes sur les dépressions maternelles. Et on constate que les dépressions maternelles sont en augmentation intense en Europe, sauf dans les pays d'Europe du Nord, où j'en parlerai tout à l'heure. Et ces dépressions maternelles, avant, elles apparaissaient après l'accouchement, c'était les dépressions du postpartum, et on voit que maintenant, Antoine Guédonné et Claude de Tichet nous ont appris que ces dépressions montent très rapidement et que maintenant on voit apparaître des dépressions maternelles avant l'accouchement, parce que les femmes ont peur de se retrouver seules, désocialisées, après avoir mis au monde un bébé. Donc ça pose un problème qui n'existait pas avant, mais si notre société, c'est pour ça que la politique intervient encore,
Si on garde l'emploi à cette femme, si son mari et la société, si le village entoure un enfant, on a repris la phrase africaine que tout le monde cite maintenant, mais qui est très belle, il faut tout un village pour élever un enfant. Et tout le monde cite cette très belle expression, parce que c'est vrai. Or là, aujourd'hui, les femmes, les jeunes mères se retrouvent seules avec un bébé. Elles n'ont plus de village autour d'elles, et même souvent, elles n'ont pas beaucoup de maris autour d'elles. Donc, elles sont en situation de vulnérabilité quand elles mettent au monde un bébé. Et là, le bébé se développe mal. Mais si politiquement, familialement et culturellement, on trouve des solutions pour entourer les jeunes femmes qui mettent au monde leur premier bébé, on va leur offrir un village, et c'est ce qu'on a proposé dans la commission des 1000 jours, c'est-à-dire de mettre en place un système d'accompagnement pendant la grossesse et pendant les premiers mois après l'accouchement, et cet accompagnement ne doit pas être médicalisé. Ce sont les voisins, c'est la famille, c'est les amis qui se réunissent régulièrement pour se donner des conseils, conseils alimentaires, conseils vestimentaires, conseils pour jouer avec les enfants. Et si quelque chose ne va pas, quelqu'un va le remarquer, et là, il faudra orienter vers un psychologue ou éventuellement vers un médecin. Mais il ne faut pas médicaliser en première intention. Et là, c'est un phénomène culturel qu'on propose de développer avec des visites à domicile, avec des lieux de bavardage, où des gens, les voisins du quartier, se réuniront pour se donner des conseils, pour admirer les bébés. Et j'ai une jeune étudiante qui a mis son premier bébé au monde dans une clinique marseillaise luxueuse. Techniquement, ça s'est très bien passé, et elle s'est retrouvée seule avec le bébé et avec une visite d'1 heure par jour. Son deuxième bébé, elle l'a mis au monde, elle a été surprise elle est chef de clinique en médecine. Et son deuxième bébé, elle a été surprise par l'accouchement qui est arrivé quand elle s'y attendait pas. Donc elle a été là où il y avait un lit. Elle s'est retrouvée dans une maternité de la banlieue marseillaise où il n'y a que des Africains et des Maghrébins, des Arabes. Elle a mis au monde son bébé. Et elle dit, tout le monde venait dans la chambre, pousser des cris d'admiration, chanter, lui offrir des cadeaux. Et elle dit, mettre au monde le bébé dans une culture africaine à Marseille, ça a été la fête continue. Donc, et donc, elle a été joyeuse tout le temps, elle a été entourée tout le temps. Donc, notre culture est défaillante. Il faut que politiquement, on remette en place ce système de protection, ce système culturel et affectif de protection maternelle. Alors, maintenant, puisqu'on a une tragédie, il y a des morts. Au Brésil, je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a des malades, il y en a beaucoup. On a de plus en plus de mal à les soigner en France. Je sais qu'au Brésil aussi, on a du mal à les hospitaliser, à les soigner. Et comment va-t-on parler? L'enfant grandit, il a quitté le ventre de sa mère, il a quitté les bras de sa mère, et maintenant il va à l'école, il parle bien, et il entre à l'école, et là, il voit qu'il se passe des phénomènes étranges. La maîtresse des écoles, la maîtresse porte un masque. Les enfants doivent être espacés, bien sûr, ils ne peuvent pas être espacés. Parce quand on explique les gestes barrières à un enfant, il explique, il joue, il tend les bras, et 2 secondes après, il a oublié, il se jette dans les bras de la voisine pour l'embrasser, pour jouer avec elle ou pour lui taper à coups de pelle sur la tête, ce que font très bien les petits-enfants dans les crèches. Donc il ne peut pas respecter les gestes barrières. Alors, en revanche, dans les crèches, très souvent, on se met un masque. Pour ma part, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que ça ne va pas traumatiser les enfants. Parce que bien sûr, on est les champions de toutes les espèces pour traiter les mimiques faciales. Mais on a fait des observations d'éthologie sur les enfants aveugles de naissance. Ils reconnaissent leur mère. Ils les reconnaissent à la voix, ils les reconnaissent à l'odeur, ils les reconnaissent à la manipulation. Je pense même à un petit garçon
qui reconnaissait sa mère au bruit des pas. Donc, la mère, même s'il ne la voit pas, ils la reconnaissent. De plus, en France, il y a de plus en plus de femmes voilées, mais voilées, pas voilées comme des musulmanes, voilées comme le hijab des islamistes, c'est-à-dire qu'on ne voit que leurs yeux. Eh bien, les enfants ne se trompent jamais, ils se dirigent tout le temps vers leur mère, même quand il y a un groupe de femmes voilées, comme je l'ai vu en Syrie, quand j'étais en Syrie avec ma femme et des amis. Eh bien, dans les groupes de femmes voilées, l'enfant ne se trompe jamais. Et tout de suite, il reconnaît tout de suite sa mère. Donc, je pense, et j'en ai parlé avec des neurologues, je pense que ça va leur paraître étrange la première fois. Et le propre des enfants, c'est qu'ils familiarisent extrêmement vite. Et que la deuxième fois, c'est déjà plus la première fois. Et ils seront pas inquiets. En revanche, ils vont être inquiets, éventuellement inquiétés par notre manière de parler. Et quand il y a eu l'attentat à New York des Twin Towers, c'était en 2001. C'est ça, je crois que c'était en 2001. Gérard Osterman, que Sandra connaît, puisqu'il est venu travailler au Brésil quand Sandra et Sylvia, quand on a été chez Sylvia, et il faisait tellement rire quelqu'un que Sylvia avait hébergé chez elle, que le jeune invité de Sylvia a failli mourir de rire à cause des histoires de Gérard Osterman. Donc, c'était des histoires très dangereuses. Et Gérard Osterman a eu une idée géniale. Quand il y a eu l'attentat des Twin Towers à New York, c'est un chef-d'œuvre de terrorisme. C'est-à-dire que toutes les télévisions du monde ont montré qu'en sacrifiant 17 hommes, les islamistes ont terrorisé la planète entière. Et en France, c'est sûrement... Et oui, mais j'étais au Brésil à ce moment-là, ça a été mon premier voyage au Brésil. Les télévisions brésiliennes faisaient comme tout le monde, passer sans arrêt ce chef-d'œuvre de terrorisme. Et Osterman a fait des études populationnelles sur les enfants à Bordeaux. Il y a eu énormément de syndromes psychotraumatiques des enfants à Bordeaux, alors que l'attentat se passait à New York. Dans le réel, les enfants n'avaient aucune chance d'être traumatisés, mais dans la représentation verbale du réel, les parents étaient tellement effarés, comme je l'ai été. La télévision passait en boucle, les parents parlaient entre eux, mais qu'est-ce que c'est effrayant, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on va devenir, etc., qu'il y a eu énormément de syndromes psychotraumatiques chez les enfants bordelais. Et ce qui a traumatisé les enfants, c'était la manière d'en parler. Et si je souligne cette petite expérience, c'est pour dire que si on ne parle pas du virus à nos enfants, le silence va les inquiéter. Ils vont bien voir qu'il y a des masques, ils vont bien voir qu'on ne peut plus sortir, ils vont bien voir à la télévision qu'on fait la comptabilité des morts, même si pour eux le mot mort ne désigne pas la même chose que pour un adulte. Ça va quand même les inquiéter. Le silence va les inquiéter. Et si on en parle trop, ou si on en parle mal, on va aussi les inquiéter. La seule solution, c'est d'expliquer aux enfants par un jeu, comme je l'ai vu faire en Martinique, où on montre un film et on joue à commenter le film. Qu'est-ce que tu en penses? Ou comme je l'ai fait quand j'ai travaillé au Congo avec les enfants soldats, où j'ai été émerveillé par les éducateurs. Et c'est ce que j'ai fait. Je racontais à ces enfants soldats des histoires de guerre et je leur demandais ce qu'ils en pensaient. Et bien sûr, donc je ne leur demandais pas, raconte-moi les crimes que tu as commis ou les horreurs que tu as vues. Je leur disais, voilà ce que moi j'ai connu, qu'est-ce que tu en penses? Je crois même que je les vous voyais. Est-ce qu'on vous voit en portugais? Les Portugais tutoient facilement. Hein. Et donc, moi, je les vous voyais parce que dans la langue française, c'est un indice de politesse, mais c'est aussi un indice de distance affective, alors que dès qu'on tutoie quelqu'un, c'est comme si on lui faisait une déclaration d'amour. Alors donc, il y a une petite nuance.
Donc, je les vouvoyais pour montrer que je les considérais comme des adultes. Eh bien, ces enfants-là étaient d'une maturité étonnante et ils avaient une morale, une éthique étonnante pour me raconter. Ils ne me racontaient pas ce qu'ils avaient fait, mais ils me racontaient ce qu'ils pensaient de la guerre. Je crois que c'est ce qu'il faut faire pour la tragédie du virus. Il faut dire, voilà, il y a un petit danger invisible qui nous empoisonne, qui arrive chez nous, on va en faire un dessin, on va voir, on va jouer à se protéger, on se protège en mettant un masque, on se protège, on explique et on joue. On a une manière de parler qui nous permet d'expliquer en jouant, parce que pour un enfant, le jeu, c'est l'apprentissage. Hein. Je fais partie d'une génération où quand on ne comprenait pas les problèmes mathématiques, le professeur de mathématiques nous tapait sur les doigts. Eh bien, ça n'améliorait pas l'amour des mathématiques. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est, on est dans une épreuve, il faut apprendre aux enfants ce qui leur permet d'apprendre par le jeu en même temps que l'explication. Et là, ils posent des questions, et quand ils posent des questions, on peut leur demander de dessiner, de commenter leurs dessins, comme je l'ai fait, et là, on voit qu'ils apprennent à maîtriser. Ils n'ont plus peur du virus, puisqu'ils sont familiarisés, et ils apprennent à le maîtriser. Alors, j'ai encore 5 minutes, Sylvia. Donc, il faut distinguer, je propose de distinguer les traumatismes aigus et les traumatismes insidieux. Quand on a travaillé avec Pierre Bustani, et vous étiez venus, je crois, Sylvia et Sandra, à une réunion où Pierre Bustani était là, et en France, Pierre Bustani est un leader de la neurobiologie. Il est professeur à Caen, et il fait partie de la commission qui autorise, qui a mis sur le marché des nouveaux médicaments. Et Pierre Bustani a dosé dans son laboratoire que quand il y a un stress aigu, une alerte chez les parents, il y a une giclée de cortisol. Le bébé est en alerte, puisqu'il avale une partie de cortisol, mais si la mère est sécurisée, 2 heures après, le bébé est remis en place. La résilience d'un bébé, c'est très facile de blesser un bébé, c'est très facile de le réparer, à condition que on l'entoure, on le sécurise tout de suite, et à condition qu'on sécurise sa mère et son père, puisque maintenant on sait que les pères interviennent beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, et qu'un père anxieux peut rendre anxieux sa femme, ce qui va rendre anxieux le bébé. Et on a des contagions émotionnelles, donc il faut travailler, comme Elisabeth Fivaz nous a appris que maintenant il faut travailler sur le triangle parental. Je ne sais pas si elle a été traduite au Brésil. Elisabeth, elle est traduite, je trouve c'est merveilleux. Et elle montre dans des petits films comment le bébé est intéressé, un bébé préverbal est très intéressé quand sa mère parle, il la regarde, ça l'intéresse beaucoup, même s'il ne comprend pas les mots. Puis quand son père parle, il tourne la tête en direction de son père, ça l'intéresse beaucoup. Et puis quand il y a un tour de parole, quand le couple parental s'entend bien, il y a un tour de parole, on ne se coupe pas la parole, on ne fait pas taire l'autre. Il y a un tour de parole et le bébé change de monde et ça l'intéresse beaucoup. Mais quand il y a un trouble dans le triangle parental et quand un des deux fait taire l'autre, le bébé ne regarde qu'un parent et il reçoit moins l'empreinte de l'autre. C'est-à-dire que on voit comment la niche sensorielle est tutorisée par le monde mental des deux parents et non pas seulement de la mère. Et puis tout à l'heure, à propos de l'expérience des petits Bordelais traumatisés par l'attentat des Twin Towers, dès que l'enfant parle, il peut être traumatisé ou sécurisé par la manière de parler, de raconter l'épreuve, parce que, je le répète, le silence l'angoisse, le désorganise, mais ne parler que de ça, ça l'angoisse aussi. Et la mémoire traumatique est particulière. Et avec Denis Péchanski et Francis Eustache, quand vous étiez venus à Paris, il n'était pas là, je crois, il ne travaillait pas encore avec nous. Et Denis Péchanski est un historien et Francis Eustache est un neuropsychologue. Et ils ont repris et précisé nos idées
La mémoire traumatique est particulière, c'est-à-dire qu'il y a une zone centrale qui est une hypermémoire. C'est imprégné dans le cerveau et c'est au détail près. Parce que ça a une fonction d'adaptation. Quand quelqu'un nous menace, on a cette zone d'hypermémoire. Mais autour, on n'a pas de mémoire. Autour, on se trompe, c'est flou. On n'a pas besoin de ça pour s'adapter. On n'a pas fait attention à ce qui se passait autour. Autour, on a été sensible que à l'agression. Le virus, l'attaque avec un revolver ou la menace physique, on a été sensible qu'à ce qui est au centre de l'image, où là on a une hypermémoire et on n'a pas de mémoire du tout autour du centre traumatique. Alors ça peut se remplir par la parole, par le travail, l'élaboration, le travail de la parole, et là ça peut se remplir par l'écriture, par les récits, par la relation de tout ce qui se passe autour. Et je vais terminer en disant qu'à la sortie du virus, on a donc le choix, comme je disais tout à l'heure, on remet en place le même système et dans 3 ans, il y aura un nouveau virus, ou bien on vote pour un dictateur qui va nous escroquer et va nous rendre malheureux pendant tout le temps de la dictature, sauf, ou bien ce qui se passe aussi après tous les chaos, que ce soit un chaos épidémique, un chaos social, une famine ou une guerre, on change de manière de culture. Et tous les grands changements culturels ont eu lieu après des catastrophes. Et là, on est dans une catastrophe mondiale. C'est-à-dire, alors, on peut très bien changer. Alors, je vais terminer avec 2 exemples de changements. Après l'épidémie de la peste à Marseille de 1348, un Européen sur 2 est mort en 2 ans. Avant l'épidémie, quand les seigneurs vendaient leurs châteaux avec la terre, ils vendaient les hommes qui étaient dessus, qui étaient des serfs, qui n'étaient pas considérés comme autonomes, qui n'étaient pas indépendants, ils appartenaient au seigneur. Donc le seigneur vendant le château et la terre vendait les hommes. C'était le servage. Et Georges Duby, qui venait travailler avec nous, il est connu au Brésil, Georges Duby, il est traduit. C'est un historien magnifique, c'est dommage, un historien de la vie quotidienne. Avec Ariès et Duby, l'histoire de la vie quotidienne, c'est absolument magnifique. Et il montre comment dans la vie quotidienne, après, quand la fin de l'épidémie, les paysans, il y avait tellement de paysans qui étaient morts que tout le monde mourait de faim. On ne savait pas cultiver. Il fallait redonner. Du coup, les paysans ont pris une grande valeur et il a fallu les courtiser pour qu'ils veuillent bien travailler et qu'on puisse manger des végétaux et des fruits. Le servage a disparu en 2 ans sans aucune dispute, sans aucune réforme légale. Je vais reprendre le même exemple, je vais terminer là-dessus, après la guerre de 1940 en Europe. Moi, je suis de la qualité d'avant-guerre, je suis né avant-guerre. Donc, je me rappelle bien que avant la guerre, les femmes étaient à la maison, les hommes étaient à l'usine ou à la mine, et les travaux étaient très difficiles. Et puis, certains hommes ont fait 3 ans de service militaire parce qu'on savait qu'on allait faire la guerre avec l'Allemagne. Donc, le service militaire était de 3 ans. Et je connais des hommes qui, après 3 ans de service militaire, sont rentrés chez eux. 3 mois après, il y a eu la mobilisation générale. Ils sont partis, ils ont été obligés de partir à l'armée. L'armée française a été écrasée par l'armée allemande. Ils ont été faits prisonniers de guerre pendant 4 ans, ce qui fait que toute une génération d'hommes n'a rien appris pendant 7 ans. Entre 18 et 25 ans, ils n'ont rien appris. Pendant ces 7 ans-là, les femmes ont tout fait marcher. Elles ont fait marcher les usines, les hôpitaux, les administrations. Elles ont même commencé à faire les plantations, à faire faucher. Elles ont tout fait marcher.
C'est-à-dire qu'en 1945, il était impossible de leur redonner le statut d'entrave sociale qu'elles avaient avant. C'était impossible. Tout le monde avait découvert qu'elles étaient capables de faire marcher la société, et alors que ça ne s'est pas passé en 14-18, ça s'est passé en 39-40, et là, il a fallu des réformes pour déclencher le processus féministe qui, en France, a encore été, alors je ne sais pas s'il faut dire amélioré ou aggravé après mai 68, donc qui a été amélioré après mai 68. Donc voilà un peu les quelques idées que je voulais vous proposer, c'est que ça modifie la culture, ça modifie le psychisme et ça modifie surtout les relations humaines. On bavarde ensemble maintenant? Merci, Boris. Sylvia, tu as des questions à poser? On va le faire maintenant. Bon, après cet exposé extraordinaire que nous a parlé sur la vie familiale de l'individu et aussi du groupe, du pays, de la communauté, comme il y a des gens que vous écoutent de l'Argentine, du Chili, du Pérou, d'Uruguay. Et je me souviens très bien que la première fois, j'étais tellement inquiète que personne connaissait Boris, que j'invitais les voisins, la famille, pour aller vous voir. Et maintenant, on a peur de tellement de gens qu'il y a ici avec nous. Mais bon, pendant cette pandémie, une des observations qu'on a fait qui travaille avec la petite enfance, c'est que les grands-parents ils, ne pouvaient pas s'occuper du petit parce qu'on est confiné et on ne peut pas sortir. Les parents qui ont des enfants petits doivent rester à la maison et travailler en même temps dans ces ordinateurs, les pères et la mère. Plusieurs petits aussi doivent faire les travaux scolaires dans les ordinateurs pour continuer un peu la vie quotidienne. Mais les bébés sont mis devant les écrans et maintenant, si on veut dire quelque chose pour ne pas faire, c'est de retirer les écrans, que c'est un malheur pas possible pour eux, parce que les adolescents aussi, et spécialement les garçons, ils sont devant les écrans tout le temps. Ils ont bouleversé les horaires pour dormir, ils passent à jouer, ils passent à parler comme les écrans aussi, les dessins animés, ils imitent la façon les jargons. Alors, c'est quelque chose qui est venu de façon intempestive, mais qu'on va avoir du mal pour retirer ça de tous ces enfants. En même temps, il y a d'autres qui ont marre déjà des ordinateurs et qui voulaient aller dans la rue et aller dans la nature. Ils voulaient rentrer dans la crèche, voir ses amis, parce qu'ils étaient trop isolés. Et alors, les familles cherchent, par exemple, maintenant des maisons. Pensent un peu différent de la nature. Ils n'ont pas de déficit d'attention, ils ont des déficits de nature, si on peut dire comme ça. Alors bon, est-ce que tu pourras parler un petit peu de qu'est-ce que tu penses sur ça, sur toutes ces situations des écrans dans la vie même du bébé? Que pour les calmer, même dans la voiture, les parents plusieurs fois donnent des écrans.
ou si elle doit travailler dans l'ordinateur, aussi donne un écran pour qu'elle puisse rester tranquille. Voilà. Alors, merci Sylvia pour cette question, parce qu'effectivement, j'aurais dû parler des grands-parents, des relations avec les grands-parents et des écrans. Alors, la relation avec les grands-parents, au début, quand on a découvert que les bébés, les jeunes, n'étaient pas sensibles au virus, ça a été une bonne nouvelle. Mais en même temps, on apprenait que les enfants pouvaient devenir porteurs de virus et que les grands-parents, eux, pouvaient souffrir du virus transporté par leurs petits-enfants. Et j'ai le souvenir de beaucoup d'enfants qui avaient peur de tuer grand-père ou qui avaient peur de tuer grand-mère. Et il a fallu leur expliquer avec des mots qu'on ne pouvait pas formuler comme ça parce que les enfants étaient très inquiets de ce pouvoir mortifère qui les accablait. Alors, les écrans ont dans un premier temps été une adaptation à la solitude et un piège en même temps parce que les écrans médusent les enfants, c'est-à-dire qu'ils hypnotisent les enfants, même les enfants préverbaux. Et je ne sais pas comment c'est au Brésil, mais je sais qu'il y a des publications sud-américaines qui confirment ce qu'on a trouvé en Europe, que les écrans ont un pouvoir très toxique, même chez les enfants préverbaux. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le contenu du message et ils sont hypnotisés par le mouvement des images, ils ne bougent plus, et c'est très grave parce que ça arrête. C'est pas comme ça qu'un enfant apprend à se développer. Il apprend à se développer en apprenant à décoder les mimiques faciales, en apprenant à décoder le flux de la parole de l'adulte, savoir quand l'adulte se fâche, savoir quand l'adulte veut jouer, savoir quand l'adulte fait une déclaration d'amour, et à ce moment-là, l'enfant développe son empathie. C'est-à-dire que le développement de l'empathie chez un enfant commence avant la parole. Or, un bébé devant l'écran est hypnotisé. Il ne bouge pas, il ne pleure pas, il ne crie pas, mais dès qu'on arrête l'écran, il se met à hurler et à trépigner parce qu'il est en état de manque. Et cet accrochage des bébés préverbaux à l'écran est très rapidement toxique. Donc, pour éviter d'avoir à rééduquer les bébés, il faut ne pas les mettre devant un écran, et surtout le matin. Il paraît que la toxicité des écrans est beaucoup plus forte le matin que le soir. Alors, pour ce qui est de la sortie du confinement, ce que disait Sylvia, elle a raison, on l'a vécu. Assez curieusement, on a suivi les enfants qui, après le confinement, étaient autorisés à retourner à l'école. Il y a eu un rebond d'attachement délicieux. Les enfants qui se jetaient dans les bras l'un de l'autre. C'est pour ça que les gestes barrières, ça ne marche pas. Quand on n'a pas vu son petit copain de classe depuis quelques semaines et quand on le revoit, les enfants sautent de joie et s'embrassent. Et on a beau leur dire, il ne faut pas, tiens, mon œil. On peut traduire mon œil en portugais? C'est-à-dire qu'ils s'embrassent. Et c'est pareil pour les adultes. Il y a un rebond d'attachement. Et on a invité à Paris Lambe, qui est un éthologue suédois, qui a montré que, d'une manière générale, il y a deux fautes à éviter dans la relation avec les petits-enfants. La première faute, qui est une tragédie, c'est de ne pas être là. Et la deuxième faute, qui est une autre tragédie, c'est de toujours être là. Alors pour les femmes, c'est facile, hein. C'est-à-dire que si elles ne sont pas là, c'est la catastrophe pour l'enfant, et si elles sont tout le temps là, ben, c'est pas mieux pour l'enfant. Donc, c'est la nécessité du père. Le père, ça peut être un homme, pas obligatoirement, parce que la définition du père est étonnamment différente selon les cultures. Il y a des cultures africaines où le père, c'est pas l'amant. Celui qui a planté l'enfant, c'est l'amant, c'est pas le père.
Le père, c'est celui qui est désigné par la culture, c'est souvent le frère de la mère, qui est désigné par la culture pour s'attacher à l'enfant, s'en sentir responsable et s'en occuper. S'en occuper pour jouer, pour le surveiller, pour le gronder, enfin. Et à ce moment-là, la mère n'est pas seule. Et elle est entourée par une prescription. Or, le père, c'est celui qui est près de la femme, près de la mère, un peu après, mais pas beaucoup après, presque en même temps, et qui converge, qui entoure, qui structure la niche sensorielle autour du bébé. Et là, le bébé se débrouille. Or, on voit que il y a eu un rebond d'attachement entre enfants et avec les adultes et avec les professeurs des écoles. Les professeurs des écoles ont été adorés quand ils ont été retrouvés après quelques semaines de confinement. Et je crois que je me demande si ce n'est pas la même chose dans la vie des couples. S'il n'y a pas un rebond d'attachement quand on se sépare de temps en temps. C'est-à-dire que si on n'est jamais là, ben, il n'y a pas de vie de couple, mais si on est tout le temps là, ben, il y a des moments où ça fatigue peut-être un peu et qu'il faut peut-être une respiration, il faut peut-être un rythme, être là, puis ne pas être là pour retrouver le plaisir d'être là à nouveau. Bon, ça reste entre nous, hein, ça faut pas que ça se sache trop, hein. Mais on peut se demander. Alors, pour ce qui est du changement culturel que Sylvia souligne, je travaille avec un sociologue qui s'appelle Jean Viard et qui a constaté le phénomène que Sylvia désigne. C'est que depuis qu'il y a un déconfinement en France, on voit un amour de la campagne surprenant. Ce qui pose un problème, c'est que les maisons de campagne, les maisons des petites villes de province ont doublé de prix en sortant du confinement. Comme les transports sont incroyablement bien améliorés, le TGV en France fait qu'on peut faire 300 km en 1 heure. Donc on peut habiter très loin de Paris, partir le matin, faire sa journée parisienne et rentrer le soir dans une toute petite ville ou dans un tout petit village à la campagne. Et on voit que au XIXe siècle, les gens fuyaient la campagne pour venir à la ville, et aujourd'hui, on voit que les gens fuient la ville pour aller à la campagne. Mais ça va être ils vont installer la ville à la campagne, c'est-à-dire qu'ils vont s'installer à la campagne avec des ordinateurs, avec de nouveaux circuits sociaux et avec des métiers. Alors, par exemple, dans les métiers de l'édition, beaucoup de gens s'installent à la campagne pour faire leur travail d'éditeur ou de correcteur chez eux, à la campagne, avec de grands espaces. Là, ça sera un progrès. Mais on constate que travailler en devant un écran, même pour un adulte, c'est pas travailler en face à face. Et qu'il y a un engourdissement qui se fait. J'ai été pendant quelques années doyen responsable du département de psychologie de l'école de magistrature à Bordeaux. Et j'ai fait des MOOC, des enseignements, des cours on dit MOOC en portugais. J'ai fait des MOOC et j'ai demandé ensuite à la fin, quand on a fait des examens, les étudiants n'avaient presque rien retenu du MOOC, du cours par écran, presque rien. Parce que pour la mémoire est liée à l'émotion. Et que face à un écran, très rapidement, l'émotion s'engourdit. Alors que quand on va dans un amphithéâtre, surtout quand on fait un atelier, quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord, quand un étudiant taquine un peu le professeur, quand un professeur fait quelque chose qui nous fait rire, ça provoque des petites ruptures du rythme, ça provoque des petites émotions et ça entretient la vigilance. Et les étudiants retiennent beaucoup plus de choses en présence, alors qu'ils s'engourdissent beaucoup mieux devant un écran. Et donc les résultats des examens n'ont pas été bons, les étudiants avaient retenu très peu de choses, et on a fait la même chose, et Sandra connaît bien, à l'université de Mons, on a fait la même chose et on a obtenu les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'on s'est adapté en faisant des cours par écran, ça a été un moindre mal, mais les résultats sont mauvais.
Il faut qu'il y ait quelqu'un, une émotion, un accord, un éclat de rire, une dispute qui provoque, qui fasse vivre le cours, et là, la mémoire est bonne. Alors, je pense qu'on s'adapte, mais je pense que là, il va y avoir donc des réformes culturelles, comme on le dit depuis notre début de notre échange, parce que le virus, j'espère que ça va entraîner des réformes culturelles, ça va entraîner des réformes dans la répartition de la manière de travailler ensemble, mais il faudra faire attention aux excès. C'est une adaptation, mais il y a des gens qui auront quand même besoin de faire le voyage et d'être en présence du professeur ou du collègue pour travailler. Merci, Boris. Sylvia, tu as encore une question? Non? Bon, j'aimerais bien vous demander, pouvez-vous nous parler du rôle de l'art dans les processus de résilience et aussi collectif, et aussi dans les processus de remaniement de mémoire traumatique, surtout à ces moments-là où les pertes ne comptent pas sur les rituels traditionnels de deuil qu'on avait. Donc, il faut tout réinventer. Merci Sandra, parce que ensemble, on en avait déjà parlé et on a souligné que l'art est beaucoup plus important que ce qu'on croyait et que l'art n'est pas une distraction, c'est une expression fondamentale pour les adultes et pour les enfants. Quand j'ai travaillé au Kosovo, il y a eu une guerre au Kosovo et je suis parti y travailler, et il y avait une très grande cruauté. Beaucoup d'enfants avaient assisté à des choses insoutenables. Ils ne pouvaient pas parler. Et si on leur posait des questions, ils se mettaient à se balancer, comme tous les enfants privés d'altérité, ou bien ils s'auto-agressaient parce qu'ils étaient effrayés par la question qu'on leur posait et qui évoquait des souvenirs traumatiques, insupportables. Et donc, on avait compris ça déjà avant. Et alors, à ce moment-là, on a fait des concours de dessin où on a mis des enfants non traumatisés et on les a rassemblés avec des enfants traumatisés qui ne pouvaient pas parler, alors que les enfants non traumatisés parlaient tranquillement. Puis on a fait des dessins, chaque enfant dessinait, et ensuite on a fait des expositions comme le font tous les éducateurs, hein. On a fait des expositions, on a cloué les dessins sur les murs. Et chaque enfant, dans un petit groupe d'enfants, chaque enfant sert de base de sécurité pour l'autre enfant. Et jusqu'à maintenant, on disait que la mère est une base de sécurité, ce qui est vrai, mais ce n'est pas la base de sécurité seule, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, si la mère est la seule base de sécurité, elle va finir par étouffer son enfant. L'enfant a besoin d'aimer sa mère, c'est la base de sécurité primordiale, et il a besoin d'apprendre à aimer quelqu'un d'autre que sa mère, ce qu'on appelle le père, qui peut être, dans notre culture occidentale, le père c'est l'amant, mais il y a des cultures où le père, ça peut être la grand-mère. En France, où les femmes divorcent beaucoup, et beaucoup de femmes seules élèvent leurs enfants avec leur propre mère. Et on a deux femmes qui élèvent un enfant. Et la grand-mère joue le rôle sécurisant, proche de la mère, et l'enfant apprend à aimer deux figures d'attachement. Il apprend à aimer la figure d'attachement maternelle et il apprend à aimer la figure d'attachement de la grand-mère qui joue le rôle du père. Ce qui veut dire que dans les couples homosexuels, il y a une figure d'attachement qui joue la figure d'attachement de la mère et l'autre femme qui joue le rôle de la figure d'attachement paternelle. Parce que les femmes savent qu'elles vont être enceintes dans leur corps, alors que les hommes savent qu'ils vont être pères dans la parole de leur mère, de leur femme. C'est-à-dire c'est leur femme qui leur dit
j'ai un retard de 15 jours, tu vas être père. C'est-à-dire que le point de départ d'être mère ou le point de départ d'être mère, c'est pas du tout le même. Et la culture, bien sûr, utilise cette petite différence pour donner un rôle maternel et un rôle paternel. Or, on constate que il faut donc ouvrir et qu'une femme seule, d'abord, elle est épuisée. On a travaillé avec une jeune professeure de psychiatrie de l'université de Louvain, Roxane. Si vous avez l'occasion de la traduire, elle est merveilleuse. Et elle travaille sur le burn-out maternel. Et elle explique que les jeunes mères actuellement ont tellement le désir de faire bien leur travail social, de faire bien leur travail conjugal, de faire bien leur travail maternel, qu'elles font une dépression d'épuisement professionnel et qu'elles s'épuisent et qu'elle leur dit donc il faut de temps en temps lâcher prise, partez à la campagne, faites garder votre enfant, demandez à votre mari de s'occuper des enfants, ou il faut, ce que je reprends, ce que je proposais tout à l'heure, la rythmicité, le rythme, la respiration. On doit être là, on doit être pas là. On doit être là parce que si on n'est pas là, c'est la catastrophe. Si on est tout le temps là, c'est pas bien. Donc il faut organiser un système familial avec des ruptures de rythme de façon à ce que la mère soit là, mais qu'elle puisse de temps en temps aussi s'occuper d'elle, de façon à ne pas faire une dépression d'épuisement. Or, en Europe, on est inquiet d'abord, comme je le disais tout à l'heure, de voir que les dépressions de périnatales augmentent beaucoup et que les dépressions d'épuisement professionnel, les jeunes femmes s'épuisent à vouloir trop bien faire les choses. Donc les femmes, faites mal les choses. Appliquez-vous à mal faire. Appliquez-vous à mal faire les choses, vous irez mieux. Et plus sérieusement, faites-vous bien entourer par votre mari, si vous en avez un, par un compagnon, par un groupe de copains, par des professionnels de la petite enfance, auxquels les enfants s'attachent aussi beaucoup. Notamment, on sait que les figures maternelles, dans les métiers de la puriculture, les puricultrices sont souvent des images maternelles secondaires. John Bowlby dit qu'il y a une image maternelle primordiale, c'est celle qui a porté l'enfant. Parce qu'on sait maintenant qu'elle a marqué son empreinte dans le cerveau du développement de l'enfant qu'elle portait. Mais qu'il y a d'autres images, d'autres figures d'attachement qui apparaissent très vite, le mari, la grand-mère et les métiers de la petite enfance. Et si notre société organise autour des femmes un tel système d'attachement, je pense que les femmes déprimeront moins et que les enfants se développeront mieux. Et si leurs femmes s'amusent et si les enfants se développent bien, je crois que ça ne rendra pas les hommes malheureux. Merci, Boris. On a encore une dernière question. Sylvia, est-ce que tu veux parler, faire un commentaire? Non, je crois qu'on va finir, mais on aimerait remercier Boris pour ces moments pour l'Amérique latine. Ça a été extraordinaire. Et aussi notre traductrice, notre technique qui est Yvan en Uruguay. Alors, on travaille en équipe, même de loin. Et aussi à Sandra pour nous faire tous les liens avec nous. Et bon, j'espère que, oui, que tu puisses fermer la journée. Okay. Bon, je voudrais bien fermer la journée en posant une dernière question, si tu veux. Nous voyons aujourd'hui des réactions plus diverses aux restrictions apportées pour le besoin de se défendre contre le virus. D'une part, des actions de solidarité horizontale pour les populations de vulnérabilité construisent tout un réseau d'aide et de soutien pour faire face à l'absence de l'État.
Par contre, nous voyons aussi la continuation de tout un réseau de corruption. On voit aussi des groupes qui insistent sur s'agglomérer, toute une gamme de réactions sans empathie. Nous savons, et vous-même dites toujours, que nous sommes sortis modifiés d'une catastrophe. Comment analyser l'impact de cette situation de catastrophe et trauma collectif sur la subjectivité? Est-ce que l'humanité s'en sortira plus sage, plus empathique, ou au contraire, moins tolérant, moins plein d'espoir? Qu'est-ce que tu en penses? Sylvia, Sandra, j'ai un rebond d'attachement pour vous. Vous me manquez. Ah, vous aussi. J'aimerais être près de vous tellement j'ai un bon souvenir de nos rencontres. Alors, ce que je pense, c'est que sur la planète entière, ce que vient de dire Sandra, c'est ce que dit tout le monde. On a un risque et on a en même temps une possibilité de profiter de cette catastrophe. On a un risque, c'est de remettre en place ce qui nous a ruinés, parce qu'on est tous ruinés maintenant, hein. On a un risque de remettre en place une épidémie. On a un risque, c'est de se faire escroquer par un dictateur. Mais on a aussi une possibilité de profiter du virus pour essayer de changer nos relations humaines, parce que les deux grandes causes, c'est l'hyperconsommation et l'hypermobilité. Peut-être qu'on pourrait changer ça, faire des élevages moins grands, manger moins de viande et moins de sucre, même si je dis ça en pensant tendrement à Sylvia et un beefsteak fantastique qu'elle m'avait offert chez elle. Donc, donc Beefsteak bio, hein. Beefsteak bio. Il est possible, donc on peut changer. En Europe, je pense qu'on va faire une économie plus européenne et moins mondiale. On va redévelopper le tissu. En Europe, on avait des filatures très performantes. Pourquoi est-ce qu'on a été les acheter en Chine? Pourquoi est-ce qu'on fait fabriquer nos médicaments? Tous nos médicaments sont fabriqués en Chine, alors qu'on avait en Europe d'excellentes industries du médicament. Pourquoi est-ce qu'on fait, alors qu'en Europe on avait d'excellentes industries de tissus? Alors, je pense qu'on va changer de circuits commerciaux. Je pense qu'on va changer de circuits culturels. Mais ça, il faut faire attention, c'est que le lien se fait par la culture. Et Sandra, tout à l'heure, m'a posé une question sur l'art à laquelle j'ai mal répondu. C'est que j'ai parlé du dessin chez les enfants, mais on travaille avec Pierre Lemarquis, qui est un neurologue et musicologue. Et en tant que neurologue, il montre que quand on apprend la musique à des enfants, autour de la parole, très très tôt, les enfants entendent la musique dès le 6e mois. Ils ne marchent pas encore que déjà ils se mettent à faire des mouvements, on comprend qu'ils ont de la musique, ils se mettent à danser, et que quand on fait des neuroimageries aux enfants à qui on a appris un instrument ou à qui on a fait entendre la musique, on constate que ça a provoqué des hypertrophies de certaines zones cérébrales et que ces enfants sont les premiers à bien parler. Et que quand ils ont confiance en eux, quand ils parlent bien, ils sont les premiers à bien se socialiser. Et quand ils arrivent à l'école, ils ont un outil relationnel magnifique, la parole, et un autre outil de partage de plaisir, la musique ou le dessin. Donc c'est très très tôt, ça intervient très tôt. Et là, je pense que les activités culturelles sont nécessaires, alors là, sur la planète. Parce que Sandra m'a fait découvrir la musique brésilienne, et maintenant je dépense une fortune à écouter la musique brésilienne, et je ne regrette pas cette fortune. Et je regrette pas. Donc je pense que il faut qu'on établisse de nouvelles relations dans les couples,
l'intervention du père précoce, beaucoup d'hommes découvrent les relations affectives avec leur enfant. Je fais partie d'une génération, j'ai peur de dire que ça m'est arrivé aussi, où les hommes partaient le matin très tôt, travaillaient 10 ou 15 heures dans les mines ou au champ, et rentraient chez eux le soir épuisés de fatigue, n'ayant tous les pouvoirs de chef de famille et n'ayant tissé aucun lien affectif avec leurs enfants. C'était un pouvoir exorbitant et c'était une amputation pour les hommes. Or maintenant, on constate que quand les hommes interviennent très tôt auprès de leurs femmes pour l'éducation des enfants, beaucoup d'hommes découvrent le plaisir de tisser un lien affectueux avec leurs enfants et les femmes sont contentes de se sentir entourées. Donc je pense, c'est la troisième solution, j'espère que c'est la solution qu'on va développer. Qu'est-ce qu'on a été bien, qu'est-ce qu'on a été brillant, hein? Prix Nobel. Bon, merci Boris. Sylvia a déjà fait les remerciements, mais je vais faire aussi, parce qu'on a plus que 2000 pour te voir. Donc, on vous remercie 2000. OK? Merci, je suis ravi d'avoir bavardé avec vous. Ravi, merci. Mais nous aussi, et la prochaine fois, en présence. Voilà, Yvan porte le prénom de mon fils. C'est pas mon fils au moins qui a fait la technique. Ravi. Portez-vous bien. Un abrazo.